parce qu'on a déposé une 6e étude sur l'économie d'un Québec indépendant. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'arguments économiques de ceux qui ne croient pas à la souveraineté qu'on doit mettre de l'avant. Si vous entendez la fameuse question sur la péréquation, capable d'éliminer comme chevauchement entre les deux paliers, bien déjà là, on irait chercher entre 8,8 milliards et 10 quelques milliards. Le nombre de personnes qui rentrent. Oui, Ottawa, on s'entend, là. Ottawa, c'est une affaire. Moi, je veux l'indépendance du Québec. Fait que c'est que la ligne est là, bye-bye. Mais Québec solidaire veut lancer le processus d'Assemblée constituante dans un premier mandat. Bien, parce que le système économique, là, c'est lui qui décide actuellement. C'est qui rentre au Québec de façon inacceptable. L'intégration, c'est permettre l'adhésion à la culture québécoise. Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste avec Florence, Marc-Antoine et David. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir, on a un épisode très intéressant aujourd'hui, mais permettez-moi de remercier les Oui Québec, notre commanditaire pour cet épisode. Donc, les Oui Québec, c'est une organisation non partisane qui fait la promotion de l'indépendance du Québec partout sur le territoire. Donc, si vous avez le goût de vous impliquer, n'hésitez pas à visiter leur site Internet. Ils font vraiment de beaux événements, souvent des événements qui sont artistiques, culturels. Ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un coup d'œil à leur compte Instagram. Je vous le recommande. Donc, les Oui Québec, on les remercie. Puis sur ce, je vous laisse à notre formidable épisode qu'on a eu la chance d'enregistrer devant le public à Montréal au Festipod avec Manon Massé et Mégane Perry-Mélançon. Ça vaut vraiment la peine. Bon épisode. Aujourd'hui, on se présente, Génération Oui, on est un balado indépendantiste. On a deux invités exceptionnels avec nous, Manon Massé. Salut. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Mégane Perry-Mélançon du Parti québécois. Merci aussi beaucoup d'être avec nous. Ça on me est fait plaisir très d'être heureux ce de vous avoir. C'est une discussion qu'on va avoir sur l'indépendance transpartisane. Donc, c'est assez exceptionnel d'avoir deux représentantes de deux formations politiques différentes à l'Assemblée nationale. C'est vraiment un immense privilège de vous avoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, on va parler justement de l'indépendance, de la mobilisation pour l'indépendance, des arguments pour l'indépendance. Bref, on va faire vraiment un grand survol de tous ces enjeux-là. Permettez-moi de commencer avec ma première question. On va sauter directement dans le premier thème, les arguments pour l'indépendance. Vous, pourquoi êtes-vous indépendantiste? Bien, merci Manon. Bonjour, à mon tour de vous saluer, tous les participants sur place, les gens qui nous écoutent, nos fabuleux animateurs et Manon également, avec qui j'ai siégé 4 ans. On a eu du plaisir sur des commissions comme la fin des hydrocarbures, un dossier qui nous a beaucoup animés, qu'on aura peut-être l'occasion de discuter. Ça en fait partie, en fait. Dans les motifs, on a chacun nos convictions, évidemment, nos valeurs comme individus. Et puis, quand on prend la peine de penser, de réfléchir à ce qui nous rassemble au Québec et ce qui nous distingue aussi du reste du monde et du reste du Canada, quand on a ce choc-là un jour, quand on est confronté à ces différences-là, je pense que ça a un gros impact dans nos parcours. Moi, c'est arrivé durant mes études en cinéma. J'étais au Collège Montmorency à Laval, tout près. Et c'est beaucoup par la transmission du savoir de mes professeurs en cinéma que cette piqûre-là est arrivée, parce que c'est des gens qui disaient, la culture du Québec, elle est distincte et elle passe des messages. Et je pense que c'est là où j'ai pris conscience qu'on avait des enjeux politiques propres à nous, qu'on avait beaucoup à offrir comme Québécois, comme société, mais qu'on n'avait pas tous ces moyens-là de le faire. Alors après, bien sûr, en politique, là, on a tous les arguments beaucoup plus économiques, les leviers, le fait qu'on se prive de 82 milliards en impôts qui est envoyé au fédéral et que c'est pas nécessairement nos propres... c'est pas les choix qu'on ferait, l'avenir qu'on veut pour notre Québec qui est vraiment décidé par le palier fédéral. Donc, je pourrais rentrer dans bien des détails, mais je pense qu'on a une belle tribune, en fait, aujourd'hui, puis comme politicien, pour sensibiliser les Québécois à ce que l'indépendance du Québec peut faire dans nos vies, dans notre quotidien. Et c'est là le défi. Donc, voilà. Oui. Courte réponse ou longue réponse? Je te lance la balle, Manon. Ben oui. Écoutez, moi, toi, t'es-tu né en 95? Oui, j'avais 5 ans. J'avais 5 ans.
Non, ben c'est ça. Je m'excuse, c'était pas... J'ai pas de souvenirs précis là, dans ma mémoire. C'est bon. Moi, j'ai des assez bons souvenirs de 80 et de 95. Je veux dire, tu sais, je fais partie de cette époque où le peuple québécois s'est libéré. S'est libéré de l'Église, s'est libéré de ce carcan dans les fêtes qui faisait qu'on était un petit peuple et qu'il ne fallait pas trop se préoccuper de notre avenir parce que, dans le fond, on était des porteurs d'eau, comme on disait à l'époque. Alors donc, mais moi, sincèrement, ce qui fait que profondément, je veux que ça change. Je veux que le Québec devienne un pays du 21e siècle. C'est parce que je veux changer radicalement les choses. Actuellement, on est coincé dans un carcan, bon, qu'ils ont appelé une fédération, mais c'est pas vrai. C'est pas une fédération. C'est pas une confédération, pardon. Et moi, je souhaite profondément rassembler autour d'une vision où on peut reprendre du pouvoir sur notre vie. Tu sais, je veux dire, des peuples, pas des gouvernements, pas des dictateurs, des peuples qui ont eu l'opportunité de dire ce qu'ils veulent dans leur constitution, ça se compte sur le bout de mes doigts à travers la planète. Moi, je veux que le Québec devienne, avec les Premières Nations, j'espère qu'on aura la chance d'en reparler plus tard, devienne ce nouveau Québec du 21e siècle qui va faire en sorte que les Québécois et Québécoises, le peuple québécois et québécois, le peuple québécois va arriver au 21e siècle puis tu nommais, c'est drôle, tu parlais d'un projet de loi sur les hydrocarbures qu'on a fait ensemble. Vous comprendrez qu'on a vargé pas mal sur le Canada, là. État pétrolier, qui continue de l'être d'ailleurs. Ouais. Bien, pour moi, là, juste de pouvoir dire, bien, ça ne vous regarde pas. On va décider tout seul ce qu'on fait ou ce qu'on empêche qu'il se passe, c'est de relever les défis du 21e siècle. Fait que pour moi, c'est plutôt un projet, c'est définitivement un projet tourné vers l'avant et non pas vers le passé. On a également aussi souvent entendu ce slogan « On n'a pas de Québec libre sans un Québec vert, puis on n'a pas de Québec vert sans un Québec libre ». Or, en quoi est-ce que justement, puis on parlait des défis du 21e siècle, en quoi un Québec libre serait un Québec qui est plus vert et en quoi justement l'indépendance du Québec sert justement la cause climatique puis la justice climatique? Vas-y. Ben, on va s'alterner. Ben, écoute, juste les pipelines qui passent sur le territoire, là, on n'a même pas de contrôle dessus quand ils se passent en différentes provinces. Fait que si l'Alberta décide, puis ils ont essayé, là, Enbridge, là, les noms ne viennent pas, on est le matin, gang, le matin. Après une dure semaine de rentrée parlementaire, c'est tout pour mélanger la fille. Mais bref, toutes ces pipelines-là, ces pipelines qu'on dit en français, ben on n'a pas de contrôle dessus parce qu'ils traversent plusieurs pays. Alors, l'Alberta, là, ils n'ont pas fini de finir. Encore aujourd'hui, ils patentent toutes sortes d'affaires pour être capables, parce que c'est le Canada qui est responsable selon les compétences qu'ils ont décidées, pour le transport du pétrole. Alors, moi, tu sais, ça, je te donne un exemple, mais je pourrais te parler des ports. Les ports, c'est pas de compétences québécoises. Je pourrais te parler du sous-sol. Je pourrais te parler de... Il faut, si on veut relever le défi du 21e siècle, il faut premièrement être capable de compter sur nos propres ressources. Puis on en a. On en a, hein, on le dit, là. Tu sais, la CAQ le dit pas mal, là, qu'on a toutes sortes de ressources, que du lithium au graphite, qui sont toutes des ressources de transition. Ben oui, je veux bien que c'est des ressources de transition, mais ils les vendent à qui? À tout venant, comme faisait Maurice Duplessis, en départissant le peuple québécois de ces ressources-là, qui pourraient être de réelles ressources, premièrement, pour notre propre transition, et deuxièmement, ben, pour assurer la transition du reste du monde. Fait que moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen que celui-là. Intéressant. Puis, pour enchérir, en fait, le Canada, c'est un État pétrolier. Est-ce que c'est notre choix au Québec? On l'a vu, c'est un bel exemple où on a décidé à l'Assemblée nationale de mettre fin à cette filière-là, de ne pas aller de l'avant et même de se retirer de certains projets, comme c'était le cas pour Galt.
Bon, puis je pourrais vous faire tout l'historique de rachat de cette entreprise-là, la perte d'actifs. Il restait plus grand-chose de Québécois à la fin dans le projet. Puis on s'est dit, là, aucune retombée pour les Gaspésiens qui vont avoir tous les risques et tous les impacts environnementaux que ça nous incombe. Donc ça, c'était un bel exemple. Mais on est encore dans cette dynamique-là. Et même quand le Canada prend la parole sur des tribunes internationales où on parle de cette volonté-là de lutter contre les changements climatiques, de l'autre côté, quand il y a ce discours-là, pro-environnement et tout, puis on a vu qu'on est allé de l'avant avec North Bay, je crois, hein, les forages directement dans la mer. On est vraiment là un discours qui ne tient pas la route aujourd'hui, qui est dépassé, et puis qu'on n'a pas donné notre consentement pour ça. Nos impôts, on paye beaucoup là, dans les sables bitumineux d'Alberta. Puis je pense que les Québécois, on a tout ce qu'il faut effectivement pour être des leaders sur la scène mondiale en termes d'énergie renouvelable. On a déjà fait un gros pas avec des leaders dans le temps qui avaient une vision économique, mais environnementale aussi. Quand on a fait le choix de développer la filière éolienne au Québec et qu'on voit aujourd'hui tout ce que ça nous apporte, qu'on est déjà bien positionné pour développer davantage et d'autres types d'énergie. Là, je fais pas de promotion sur un type en particulier aujourd'hui, mais bon, je suis gaspésienne, donc on sait qu'on a beaucoup cette expertise-là chez nous et qu'elle est importante. Elle est importante pour la suite, comment on veut se positionner. Puis présentement, on voit un François Legault là, qui applaudit les projets éoliens. Moi, j'en reviens pas encore quand je l'entends dire ça, parce que ça me rappelle le nombre de fois qu'il a tapé sa tête de cette filière-là, puis que ça coûtait trop cher aux Québécois. Bref, aujourd'hui, on est rendu là où on est grâce à ça, grâce à cette vision-là du Québec, et j'ai envie qu'on puisse la partager, cette vision-là, avec une voix à l'ONU, sur les instances décisionnelles, à l'international. On est capable de s'autodéterminer, et justement, l'indépendance du Québec, pour moi, pour la lutte au changement climatique, elle fait tout son sens. Et pour bien d'autres raisons, mais pour l'environnement, et je sais que les jeunes générations sont beaucoup plus conscients qu'on est minuit moins une et que la planète est en train de disparaître, là, carrément, ou de prendre feu. Alors, je pense que oui, il faudrait se mobiliser, si ce n'est pour autre raison. Au moins celle-là, là, je pense qu'elle réunit tout le monde ici et tous les partis confondus. Mais je suis certaine qu'il y a plein d'autres raisons. Tellement. Et voilà. Tellement. Absolument. Puis comme vous l'avez mentionné, tant et aussi longtemps qu'on sera dans le Canada, nos impôts vont continuer à financer des projets pétroliers. Puis on n'aura pas notre mot à dire quand ils voudront nous imposer des projets pétroliers ici, comme tu l'as mentionné, avec des pipelines qui vont traverser le Québec. Absolument. Les conservateurs s'en viennent peut-être au fédéral, donc ça va être un dossier qu'on va suivre de près. Si on parle de féminisme et d'indépendance également, quel lien faites-vous entre le féminisme et l'indépendance? Bien, non, c'est à ton tour. On alterne. Oui, OK. Je suis habitué à l'alternance. En fait, tout est relié. Pour moi, c'est une question de liberté, de choix, de droit. Donc, de vouloir la liberté de toute une nation, le Québec. C'est un combat qui est très similaire à la liberté individuelle des femmes et de bien d'autres aussi. Donc, pour moi, évidemment que ça fait il y a beaucoup de ressemblances entre les deux luttes. Je ne veux pas dire lutte, mais... et puis, le Parti québécois a quand même un long historique par rapport aux femmes qui ont été des grands modèles. On a eu une première ministre femme, Mme Pauline Marois. On s'en inspire beaucoup. Elle est encore présente aujourd'hui. Pour nous, au Parti québécois, on veut que les femmes portent autant le projet d'indépendance que les politiciens hommes qui sont là depuis plus longtemps, mais il faut leur faire une place. Donc, on est beaucoup là-dessus présentement au Parti québécois. On a dans plusieurs directions des femmes. Moi, je suis là comme porte-parole nationale. Donc, on a ce défi-là, je pense, de s'assurer qu'on donne une voix importante aux femmes dans le projet de société qu'on veut mettre de l'avant, parce qu'on a une approche qui est différente, puis on peut parler d'arguments qui sont différents aussi. Qui sont liés beaucoup à la justice sociale. Quand on a gouverné, justement, on a créé la loi sur les CPE, la loi sur l'équité salariale. Donc, je pense que ce sont des exemples de ce qu'on pourrait faire, encore une fois, si on était un Québec pays. Mais il faut s'assurer, je pense, de donner cette place-là aux femmes, qui est toujours le défi d'aujourd'hui, parce que
on peut pas dire que la conciliation travail et vie personnelle, encore aujourd'hui en politique, elle est atteinte. Là, c'est pas parfait, on travaille là-dessus, mais ça fait en sorte qu'on a toujours ce défi-là d'aller chercher des femmes. Donc, je suis moins dans je pense que je suis moins dans la philosophie de la question, là, mais je pourrais y revenir peut-être avec la réponse de Manon. Ben écoute, c'est pas fini, là, l'émission commence. Pour moi, s'il y a une partie de notre société qui a compris ça voulait dire quoi être indépendant, c'est bien les femmes. Mm-hmm. C'est un travail qu'on fait depuis des siècles et qui, dans le 20e siècle, a pris un essor plus important. Puis, dans le 21e siècle, on est prise parce qu'on voudrait, pas moi, mais il y a plein de gens qui voudraient des reculs importants. Et on ne les veut pas. Fait que, attention à vous autres, les femmes ne vont pas reculer. Ils ne vont pas reculer, même si c'est Poilievre qui est élu, là, c'est pas vrai, ça. Alors moi, je dis, on a la moitié de notre peuple qui a l'expérience de l'indépendance. Ça veut dire quoi? Cette autonomie, cette fierté que ça l'apporte quand on est capable de se dire indépendant face à... Vous pourrez dire, « Ah, Manon, dans quoi tu nous embarques? » Non, mais c'est parce que si on s'associe avec la moitié de notre population qui a le plus d'expérience concernant l'indépendance, ben je me dis, on se donne une chance. Parce que c'est ça, le défi qu'on a actuellement, là, c'est de mobiliser le monde autour d'un projet emballant. Et moi, je pense qu'il faut qu'on parle aux femmes, il faut qu'on parle aux jeunes. Merci de nous permettre à Mégane et moi de le faire ce matin, et à vous aussi d'ailleurs. Mais il faut qu'on parle aux femmes aussi. Parce que c'est sûr qu'actuellement, ce n'est pas celles qui font « Youpi! On va voter pour la... » Mais oui, mais il faut qu'on leur dise « Non, mais attends, là, c'est pas juste voter pour l'indépendance parce que je veux que tu dises oui. C'est parce que j'ai besoin de ton expérience comme femme indépendante, autonome, entière, pour venir nourrir. Puis comme tu le disais, Mégane, on a un apport qui va venir nourrir ce débat-là, cette réflexion-là, parce que tout n'est pas attaché d'avance, là. Il faut qu'on le dise dans quel pays on veut vivre. C'est beau, cette idée de dire, puis moi, ça me parle, cette idée de dire qu'il y a un nouveau pays qui est possible. Mais il faut qu'on se dise ensemble, c'est quoi ce pays-là qu'on veut, par exemple. Est-ce que ça vous inquiète, la montée de Pierre Poilievre au Canada? Dans le reste du Canada, on voit qu'il y aurait probablement, s'il y avait des élections demain matin, un gouvernement conservateur majoritaire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète pour les droits des femmes? Oui, pour le droit des femmes ou pour d'autres raisons, mais oui, c'est certain que tout le travail qu'on fait présentement, on a un devoir de préserver ces acquis-là. Quand on est à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, on travaille beaucoup pour la préservation des acquis. Et je pense que parfois, quand on voit des idées qui sont plus extrémistes ou qui ne sont pas dans la protection ou dans le choix corporel des femmes, par exemple, le droit à l'avortement, tout ça, quand c'est un débat qui se rapproche de nous, évidemment qu'il faut voir ça prendre ça avec beaucoup d'attention puis s'assurer qu'on fasse les bons... qu'on passe les bons messages aussi ici au Québec. Donc, oui, c'est inquiétant d'une certaine façon de voir ça arriver chez nous parce que, oui, le combat n'est jamais terminé. Hein? Quand on est dans la peau d'une femme, c'est à faire constamment. Et donc, il ne faut pas qu'on ait de recul sur la scène politique. Mais évidemment, quand on voit d'autres idées qui arrivent comme ça, un peu du champ, du côté sud oui, de nos amis. C'est ça, du champ sud. Il faut... et puis, justement, ça fait partie des raisons pour lesquelles on devrait essayer de mettre une... je vais te laisser. Je veux pas aller trop loin dans mes propos parce que ça peut être déplacé, là. Mais c'est certain que moi, comme femme, je veux m'assurer que tous les partis qui sont représentés au Canada ou au Québec s'assurent que ces droits-là pour les femmes soient absolument. C'est vraiment super inquiétant, Poilievre. Puis oui, tu dis du Sud, mais gars, je regarde, on fait référence à Donald Trump ici, là, si vous ne l'aviez pas compris. Mais pas juste Donald Trump. En fait, on fait référence à ce vent de droite conservatrice, le vent, il est conservateur, ce vent de droite conservateur qui fait en sorte que toutes les minorités, les femmes ne sont pas une minorité, mais pour les conservateurs, sont considérées comme étant
une minorité de deuxième ordre, deuxième zone. Mais ce vent-là, il est mondial. Il est mondial face aux femmes, face aux personnes de la diversité sexuelle. Vous en savez quelque chose, en tout cas, moi, j'en sais quelque chose. Face aux immigrants et immigrantes, hein, cette espèce de vision du danger de l'autre qui arrive chez nous. Poilievre, là, c'est attachez votre tuque, là. Attachez votre tuque. Moi, je pense qu'encore là, je vais vous donner un exemple de ce que je voulais dire tantôt. Les femmes, là, ça fait des millénaires qu'on se bat pour notre égalité, donc pour notre indépendance. Puis tu le disais, Mégane, puis je suis d'accord avec toi. Il y a des fois, on a des avancées, puis il y a des fois, il faut faire comme « wow, bec ». Là, tu ne vas pas me repiler sur le corps une deuxième fois. On a déjà joué dans ce film-là. Ben, on a cette habitude-là, puis le conservatisme de droite, moi, me fait craindre, puis pas juste pour les femmes, mais pour tout le monde qui n'est pas pareil comme ceux qui ont le pouvoir. Ça a été un thème important en 2022. On le voit avec Pierre Poilievre, ça va devenir un thème important. Je parle évidemment de l'immigration. Comment est-ce que vous voyez au sein d'un Québec indépendant la gestion de l'immigration, puis comment est-ce que ça pourrait être différent de comment c'est fait actuellement ou de comment on en parle actuellement? Oui. Oui. Bien, je vais être, David, honnête du fond de mon cœur. Moi, je remercie profondément les premiers peuples qui nous ont accueillis il y a 400 ans. Si ce n'était pas d'eux autres qui nous avaient accueillis, je ne serais pas ici aujourd'hui, à vous parler avec mon français que j'adore, à être enraciné dans ma culture qui a un sens pour moi, mais pas juste pour moi, pour plein de monde, y compris pour les nouveaux arrivants. Je vous rappellerai que le premier député élu à Québec solidaire, c'est Amir Kadir. Il n'est pas né au Québec, puis si un indépendantiste que personne n'a remis en cause, c'est bien lui. Alors, moi, je pense que l'expérience de l'indépendance, elle n'est pas étrangère à l'arrivée de ces nouveaux Québécois sur la terre québécoise, sur la terre du Québec. Elle n'est pas étrangère. Pourquoi? Bien, parce que ces gens-là, pour améliorer leur vie, mais surtout souvent la vie de leurs enfants, comme ont fait mes ancêtres européens à l'époque, ils ont pris des risques énormes et ils ont fait des choix que j'espère ne pas avoir à faire dans ma vie. Tellement déchirants. Pour toutes sortes de raisons. Hein. Il n'y en a pas un win que c'est pour la même raison. Alors pour moi, ces gens-là ont déjà une expérience d'affirmation dans le bonheur. C'est-à-dire, je veux mieux que ce que j'avais pour moi et pour mes enfants. Ça, là, c'est ma définition de la souveraineté du Québec. Je veux mieux pour moi et pour mes enfants et pour les générations à venir. Alors, pour moi, le défi, puis c'est ça qu'on fait aussi à Québec solidaire actuellement avec notre campagne nationale de Nouveau Québec, on va s'adresser à des gens qui soient néo-québécois ou nouvel arrivant depuis 400 ans, et y compris ceux qui étaient là depuis toujours, c'est de se dire, c'est qu'est-ce qu'on est capable et qu'on a envie de faire ensemble pour changer les règles du jeu, parce que les règles du jeu actuellement, au niveau de l'environnement, c'est pas reluisant. Au niveau de la droite conservatrice, c'est vraiment épeurant. Alors, prenons ensemble, vous qui n'êtes pas convaincus, puis c'est ça la campagne Nouveau Québec, vous qui n'êtes pas convaincus, prenons le temps de parler de c'est quoi les avantages d'être un pays du Québec en 2024. Fait que les nouveaux arrivants, pour moi, là, premièrement, c'est ceux et celles qui vont nous permettre de garder notre langue. Pourquoi? Bien, parce qu'on a eu une loi 101, il y a 40 ans, qui met des cadres, qui permet maintenant de faire en sorte d'avoir des Ruba Gazal, comme ma collègue députée, qui est un enfant de la loi 101, qui est une fervente indépendantiste. Ça permet aussi d'avoir une immigration maghrébine, qui maîtrisent déjà le français, puis qui sont déjà prêtes à sauter puis pour plusieurs qui sont déjà ultra formés parce que l'accès à l'éducation dans leur pays d'origine est accessible. Bref, je me dis, pour moi, là, c'est pas un danger, puis là, je prends des gros mots à la Poilievre, c'est pas un danger,
c'est du monde que je veux embarquer avec moi dans ce chemin qui va nous mener à l'indépendance du Québec. Bien, c'est véritablement une richesse de voir des gens qui viennent s'installer au Québec, une terre qui a toujours été accueillante, qui doit le demeurer, une terre qui, pour eux et elles, représente un avenir prospère, plus prometteur pour eux et elles et leurs familles. Et on a vu des succès, de beaux succès et des belles intégrations. Et on en parle depuis 400 ans que le Québec accueille des nouveaux arrivants. Et on a nommé plein d'exemples. Manon en parle, des gens aussi qui amènent à la francophonie, à s'assurer qu'on préserve la belle langue française du Québec. Alors, je pense que, oui, on a beaucoup à faire pour s'assurer que cette intégration-là, elle demeure une terre et un endroit où est-ce qu'on peut réellement aller se chercher une meilleure qualité de vie. Donc, je pense que des fois, on a l'air de tasser ça avec les discours. Quand on parle d'immigration, on parle beaucoup des modèles d'immigration. Et quand le Parti québécois dit « ça ne fonctionne pas présentement, il faut qu'on ait un débat, il faut qu'on revoie les seuils et tout ça », c'est parce que, justement, ces gens-là, en ce moment, n'ont plus, je pense, en ce moment, là, vraiment, avec ce qui se passe, on a plusieurs crises sociales avec le logement, nos classes qui débordent, tout ça. On a un débat en ce moment sur la capacité d'accueil pour être certain que ce soit encore cette belle terre d'accueil que le Québec. Et je pense que c'est légendaire, là. On est parmi les bons exemples au Québec. Et moi, je souhaite vraiment, fermement, que ça le demeure. Donc, c'est pour ça que je suis dans cette logique de pensée-là qu'il faut être capable de cerner l'enjeu, d'adresser la problématique du modèle. Et il faut être capable de parler du modèle et du nombre. Et ça n'exclut pas le fait que ces gens-là apportent énormément, puis c'est une belle contribution pour le Québec, mais qu'il faut qu'on soit capable de faire ce travail-là, je pense. Et justement, c'est le Canada là-dedans qu'il faut beaucoup regarder, sa façon de sélectionner, sa façon je dirais, d'ajouter beaucoup de gens sur le territoire parce qu'on a cette stratégie-là vraiment très assumée là, de Justin Trudeau, l'initiative du siècle qui est de 100 millions de nouveaux arrivants, je pense, au Canada d'ici 100 ans. Je trouve que c'est beaucoup. On le voit déjà, la pression que ça amène. J'ai l'impression que Manon aurait envie de rajouter. Mais je vais le faire. Mais oui, puis j'espère qu'on sera capable parce que je sais qu'ici, on a des idées qui sont divergentes et puis que pour le projet d'indépendance du Québec, il faut qu'on soit capable d'avoir ces opinions-là et de pouvoir en débattre respectueusement. Et des fois, on voit beaucoup à l'Assemblée nationale ou ailleurs, beaucoup de politique qui est fait là-dessus. Mais ça demeure un enjeu extrêmement important et auquel on doit être capable d'amener les bonnes solutions. Ouais. Donc, pour que ces gens-là aussi puissent faire partie du projet pays et parce que je pense qu'il y a une réelle volonté chez plusieurs là, qui ont vécu la guerre, qui ont été sous des dictateurs, qui comprennent le sens de vouloir l'autodétermination et d'aller chercher l'indépendance. On a des alliés, je pense, sur la scène internationale et des nouveaux arrivants ici avec qui on discute et qu'on voit qu'ils sont très ouverts, finalement, au projet qu'on porte et qui ont envie de contribuer. Il faut juste s'assurer qu'on puisse aller vers eux et leur en parler et les amener à s'impliquer davantage. On te laisse réagir, Manon? Oui, bien, en fait, c'est vrai qu'on ne fera pas l'indépendance en dehors de tout le monde qui habite sur le territoire. C'est sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Puis c'est ça notre responsabilité, c'est d'aller vers ces gens-là. Pas vers les gens qui sont déjà convaincus, mais il y a quoi, plus ou moins 60% qui ne le sont pas. Pas qu'ils ne sont pas convaincables, mais qu'ils ne le sont pas. Fait qu'il faut qu'on leur parle. Puis moi, c'est là un peu, je ne vais pas partir dans de grands débats sur... mais pour moi, il faut être conscient que quand on envoie des messages dans l'espace public, ça frappe fort chez du monde. Puis actuellement, la question des seuils, ça envoie un message un peu, ça frappe fort. Parce que dans les faits, puis là, il faut qu'on se mette les yeux devant les trous. On pourrait parler de, c'est quoi la capacité du Québec, pas d'intégrer ces gens-là, mais de survivre sans eux autres. Pourquoi? Bien parce que le système économique, là,
C'est lui qui décide actuellement. C'est qui rentre au Québec de façon inacceptable. l'ONU a même interpellé ça comme étant de l'esclavagisme moderne. Hein, tous les travailleurs temporaires, là, ça, c'est le Québec là, qui gère ça actuellement. Là. C'est le Québec qui laisse ses entreprises faire ces décisions-là. Fait que moi, je veux qu'on en parle, mais on n'a pas le droit d'en parler juste d'un angle qui va être ostracisant pour ces personnes-là. Il faut être capable de dire à ces gens-là dans notre message public, ce qu'on est en train de faire présentement, c'est de dire « Oh, nos modèles sont brisés, il faut qu'on revoie ça », parce que l'intégration, c'est permettre l'adhésion à la culture québécoise. Puis on a une belle culture. Puis les gens qui s'intègrent, qui viennent de la Gaspésie ou de Montréal, les gens qui s'intègrent à la culture québécoise, on le reconnaît tous que c'est vraiment trippant. Puis il y a quelque chose que tu amènes aussi, un bon point, la Gaspésie ou ailleurs. On voit beaucoup aussi les bienfaits de la régionalisation de l'immigration. Je pense qu'on voit de plus en plus de nouveaux arrivants choisir d'aller s'installer en région, par choix, là, vraiment. Et on voit que dans les entreprises, dans leur rapport à la société, dans le fait qu'ils soient capables aussi d'aller chercher un toit, un logement décent, il y avait cette facilité-là en région qui on commence à aller voir les impacts, par exemple, de cette capacité-là. Et là, ça nous ramène encore au seuil, mais moi, j'aime mieux parler de capacité d'accueil parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui le vivent en ce moment, les limites de ce qu'on est capable de faire quand on a une arrivée peut-être trop massive. Mais dans ce cas-là, Mégane, il faut aussi que tu parles de la responsabilité des entreprises et donc du gouvernement du Québec qui laisse les entreprises choisir le nombre de personnes qui rentrent. Oui, Ottawa, on s'entend, là. Ottawa, c'est une affaire, moi, je veux l'indépendance du Québec. Fait que c'est que la ligne est là, bye-bye. Mais ceci étant dit, il faut être capable de reconnaître qu'actuellement, même dans notre beau Québec, là, il y a du monde qui laisse aller cette immigration qui n'a aucun sens. Pourquoi? Ce n'est pas rien qu'une question de nombre, c'est qu'on maintient des gens dans un esclavagisme moderne. Et là, je reprends les mots de l'ONU, ce n'est pas les miens, mais j'y adhère pas mal. Pourquoi? Bien parce qu'ils n'ont pas accès au système de santé, ils n'ont pas accès aux garderies, ils n'ont pas accès à tout ce qui constitue la culture du Québec. Merci beaucoup. On va passer au prochain thème. C'était très enrichissant de vous entendre. On sentait beaucoup de passion des deux côtés. Parlons justement de comment faire l'indépendance du Québec. Vous avez deux démarches différentes. On aimerait vous entendre sur les avantages et les désavantages des deux façons de faire. Donc, au Parti québécois, vous préconisez un référendum dans un premier mandat. De votre côté, vous préconisez une assemblée constituante. Parlez-nous un peu plus en détail de vos démarches respectives. Comme vous voulez. C'est juste, je ne sais plus c'est où l'alternance. Vous en souvenez-vous, vous autres? Moi, je pense que c'est Mégane. C'est Mégane? Bon, ben, go. Oui, en fait, je pense que c'est clair qu'on souhaite un référendum dans un premier mandat parce qu'on veut poser cette question-là aux Québécois et aux Québécoises, une question simple et claire. Bon, on pourrait débattre sur les questions qu'il y a peut-être eu dans les précédents référendums, mais je pense que l'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse se prononcer, puis que dans un deuxième temps, on ait cette discussion-là sur, une fois qu'on sera le pays, OK, là, on se donne les contours de ce que ça implique, puis parce qu'il y aura des opinions différentes, il y aura des idées différentes, puis il faudra réussir à trouver ce fameux consensus qu'on tente toujours d'appliquer au Québec. C'est important que ce débat d'idées-là puisse se faire de façon démocratique. Alors, on ne veut pas que ce soit déjà avec certaines conditions. Je le dis là vraiment juste parce que c'est la façon qu'on le voit, la démarche, qu'on ait le moins de conditions possible pour rassembler le plus possible autour du camp du oui, puis qu'ensuite, on a toujours fait ces débats-là de façon judicieuse. Je pense qu'on est capable de le faire aussi pour le pays, mais de s'assurer que tout le monde soit là pour y mettre son grain de sel le plus possible. Donc, je pense que c'est plus là où on est moins dans la même démarche. L'Assemblée constituante, pour moi, est peut-être une façon d'encadrer beaucoup à prime abord, mais il faudra de toute façon que cette constitution-là se fasse une fois qu'on sera un pays. Donc, c'est juste qu'on ne s'entend pas sur l'ordre des étapes. Comment qu'on la fait, justement, cette constitution-là, après le référendum? Est-ce qu'on la fait comme une assemblée constituante ou c'est plus le gouvernement qui la fait?
J'aurai pas les réponses en ce samedi matin à tous parce que vous n'avez pas entendu de toute façon mon chef arriver avec les étapes et toute la démarche, mais ce que je peux dire, c'est qu'on a déjà des étapes qui se font actuellement parce qu'on a déposé une 6e étude sur l'économie d'un Québec indépendant, qu'on serait un pays riche, qu'on serait un pays viable. Et c'est beau de voir le 24 octobre 2023, les 125 parlementaires ou ceux qui étaient présents adopter à l'unanimité une motion qui disait le Québec, là, il est capable financièrement de vivre et de bien le faire. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup d'arguments économiques de ceux qui ne croient pas à la souveraineté qu'on doit mettre de l'avant. Puis je ne rentrerai peut-être pas dans les détails du budget de la 1, mais il y a beaucoup de beaux éléments. Si vous entendez la fameuse question sur la péréquation, vous pouvez rapidement, là, avec l'étude qui a été produite, dire, écoutez, ce 8 point quelques milliards-là qu'on va chercher du gouvernement, au net, eh bien, ça correspond au montant qu'on a comme doublon, tout ce qui est fait en double par les différents ministères, tout ce qu'on serait capable d'éliminer comme chevauchement entre les deux paliers, bien, déjà là, on irait chercher entre 8,8 milliards et 10 point quelques milliards. Donc, déjà, on le voit quand on fait l'exercice, et en plus des 82 milliards d'impôts qu'on envoie à Ottawa, qui seraient des revenus de plus pour faire les choix qu'on veut. Donc ça fait partie de toutes nos étapes en ce moment pour être capable d'amener quand même du contexte, parce qu'on n'est pas l'Assemblée constituante, on n'a pas les conditions du pays, mais il faut quand même qu'on soit capable de le visualiser puis donner du vrai jus, c'est ça, de la chair autour de l'os, en tout cas à tous ceux qu'on doit convaincre par rapport au projet. Donc, il y aura d'autres étapes comme le livre bleu aussi qui va probablement répondre à beaucoup de questions et donner des outils à ceux qui en font la promotion. Donc, on se prépare, puis il y aura le référendum une fois élu. C'est là aussi si la tendance se maintient. La clé. Alors, de ton côté, du côté de Québec solidaire? Absolument, Matt. En fait, tu ne l'as pas dit dans ton introduction, mais Québec solidaire veut lancer le processus d'Assemblée constituante dans un premier mandat. C'est important, là. C'est pas juste on va faire ça. Puis ça fait 20 ans qu'on dit ça. 19 ans bientôt. En fait, c'est vrai que nos approches sont différentes. Mais si vous voulez mon point de vue, on a besoin de tous les indépendantistes pour faire l'indépendance du Québec. Nous, notre vision, elle est simple, c'est mobilisons le monde autour d'un projet emballant. Tu parles de conditions, moi je parlerais de vision. Autour d'un projet emballant qui fait en sorte que les gens, pas juste que je les convainc que c'est une bonne idée, mais ils se disent, ça me tente, moi, de me battre pour cette vision-là, parce qu'elle est la mienne. Parce qu'on ne se le cachera pas, là, gagner un référendum à 51 %, là, il est valide. Oh, les smokes, dans quel pays on va être après, par exemple? Alors, puis perdre un 3e référendum, ah non! Je ne veux pas ça, je vais mourir. Je vais mourir. Il n'y a personne qui veut ça. Mais qu'est-ce qui serait pire que dans l'état actuel des choses? Qu'est-ce qui peut être pire? C'est pas moi, c'est ton chef même. On parle beaucoup de cette peur-là de perdre un référendum. C'est même ton chef qui dit le référendum, la dernière chance. Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette crainte-là. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui arriverait si on perd? Est-ce qu'on aurait moins de force de... Tu sais, parce que François Legault, c'est un de ses arguments, que mon Dieu, on aurait donc bien plus de force de frappe. Ça nous affaiblirait. Moi, je suis pas là. Non, c'est ça. Je visais pas la formation politique de Québec solidaire, mais plus ceux qui ne sont vraiment pas convaincus du projet d'indépendance. Bien, moi, je te dirais, c'est ton chef, là, référendum de la dernière chance. Ça dit ce que ça dit. Mais l'autre bout, c'est que moi, comme vieille indépendantiste, c'est vrai que je suis plus sensible. Puis tant mieux si votre jeune génération serait prête, il n'y a personne qui veut perdre la prochaine étape, mais tant mieux si ça ne te fait pas l'effet que ça me fait, ça me rassure. Mais c'est quand on regarde en 2026... Laisse-moi terminer ma démarche, je t'ai laissé faire la tienne. Non, j'ai juste placé 2-3 morceaux.
Alors donc, la démarche chez Québec solidaire, elle est aussi commencée dès maintenant. On est en tournée à travers le Québec. Ruba, Gabriel font des rencontres pour parler de ce nouveau Québec qu'on veut, qu'on rêve, et surtout pour aller chercher les gens, les mobiliser autour de cette vision que être indépendant, c'est se mettre en marche vers cette indépendance-là. Et la démarche du Nouveau-Québec nous permet ça parce que un coup élu à Québec solidaire, notre objectif, c'est de redonner le pouvoir au peuple. Pas le pouvoir de juste voter oui ou non, qui est important et qui va arriver au bout de la démarche. Mais qui va arriver, il y aura un référendum au bout de la démarche, mais de mettre les Québécois et Québécoises en marche à travers une assemblée constituante élue. Donc, ça ne serait pas entre les mains de politiciens, politiciennes qui ont des intérêts, qui ont des partis politiques qui les guident. Le mien me guide, le sien le guide, mais bien entre les mains du peuple qui serait représentatif de notre population pour l'écrire, cette Constitution-là. Pas pour y donner des contraintes, mais pour partager la vision de ce qui nous rassemble. C'est ça qu'il faut faire, à mon sens. Puis après ça, bien, quand la Constitution est écrite, on la met au jeu. Mais je veux parler du camp du oui parce que tu l'as nommé, puis c'est important. Pour moi, là, le camp du oui, plus il est diversifié dans ses approches, plus il va être fort. C'est pour ça que j'ai commencé en disant, on a besoin de tout le monde. On a besoin de toutes les visions, on a besoin de toutes les approches, on a besoin de tout. Parce que plus le camp du oui va être diversifié, comme n'importe quoi dans la vie, plus il va être fort. Fait que dans ce sens-là, pour moi, c'est ça l'intérêt que nous ayons des démarches différentes. Parce que sinon, ça serait la démarche du Parti québécois. Puis c'est pas ça qu'on veut. Ou ça serait la démarche juste de Québec solidaire. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est de se réunir tout le monde. Puis le camp du oui, ça sera sa job, de se réunir tout le monde qui veulent se mettre en marche vers ce rêve du pays du Québec. Parlant du camp du oui, on a donc 2 formations indépendantistes sur la scène, une plutôt classée de centre-gauche, une plutôt de gauche. Si Éric Duhem et le Parti conservateur du Québec voudraient rejoindre le camp du oui et qu'on l'aurait invité ici, est-ce que tu Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Puis Éric Duhem, je pense, si je ne m'abuse, qu'il a déjà été au Conseil national des jeunes péquistes et je pense qu'il a déjà partagé cette idée-là. Peut-être que comme chef de ce parti-là, il ne le prône pas. Mais on a besoin que le maximum de gens puissent se voir à travers un Québec indépendant avec toutes les idées que ça amène pour qu'on ait ce débat-là. Donc, je pense qu'on s'entend sur le fait que toutes les opinions sont bonnes et que moi, ce que je voulais ajouter, c'était pas grand-chose, mais il faut quand même prendre en considération qu'en 2026, il y aura 57 % de la population québécoise en capacité de voter, là, qui ne sera jamais prononcée sur un référendum, comme moi, comme vous, comme d'autres dans la salle. Donc, ça nous amène ça nous amène un beau potentiel de convaincre et d'aller à la rencontre de ces gens-là, puis de leur dire qu'est-ce qu'il y a de beau et d'emballant dans un projet de société comme celui du Québec pays. Puis moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, venez nous dire ce que vous voulez comme projet d'avenir pour le Québec. Parce que moi, je le trouve déjà emballant. Mais vous autres, là, c'est quoi qui va vous mobiliser? Vous autres, c'est quoi qui va vous donner le goût de travailler à nos côtés pour faire en sorte qu'on le fasse pour vrai, ce pays-là? Puis je pense, quand vous parliez d'un autre chef, si à un moment donné il se manifeste, je pense que ça prend des influenceurs aussi, c'est-à-dire que, je suis en train de perdre mon idée, mais ça prend je pense qu'il faut que le maximum de personnes qui y croient le disent publiquement. Puis c'est un peu pour ça qu'on a vu que dans les dernières années, le Parti québécois, pas qu'il n'en parlait pas de manière autant assumée, mais n'en parlait peut-être moins, puis ça a même été reproché par certains militants qui voulaient que ça soit vraiment la priorité. C'est l'article 1 de notre parti et tout ça dans nos règlements, dans nos statuts. Donc, je pense que oui, il faut être capable d'en parler. Puis donc, toutes les démarches, que ce soit fait sur le terrain ou que ce soit à chaque fois qu'on a l'occasion de parler de l'indépendance du Québec, de le faire, ça nous a amené à bouger l'aiguille dans les sondages et de voir qu'il y a quand même un engouement encore
qui est présent pour l'indépendance du Québec et qui permet d'en parler de façon décomplexée et qu'on voit que ça Quelle ça aiguille qui a rassemble. bougé, tu parles? J'ai peut-être manqué un petit mot. Ben, je dirais l'aiguille du Parti québécois qui parle beaucoup d'indépendance du Québec. Ah oui, Donc, parce que celle de bouge l'indépendance non, n'a c'est pas ça, bougé on cherche à encore. faire Oui, bouger oui, on travaille l'aiguille fort. de l'indépendance. Nous autres aussi. Mais oui, c'est ça. Je pense que de voir au moins que l'intention de vote chez les électeurs revient à un parti qui est en majorité, là, une trentaine de pourcentages, puis je ne veux pas parler, je ne veux pas m'éterniser sur les sondages, mais au moins, c'est un indicateur que les gens sont plus les oreilles fermées, oh mon Dieu, un référendum. Tu sais, je pense qu'il faut qu'on travaille ça, ouvrir la discussion, que les gens soient ouverts à en entendre parler, et c'est un peu là-dessus qu'on travaille avant d'être capable de dire, voici ce que sera le pays. Considérant que le gouvernement fédéral a vraisemblablement triché au dernier référendum, comment est-ce qu'on compte faire pour justement éviter qu'il y ait d'autres ingérences un peu politiques du gouvernement fédéral dans le référendum, le 3e référendum du Québec? Là, je pense à mon tour. Écoute, il n'y a pas de baguette magique. Là. Il n'y a aucun gouvernement central, je pense à l'Espagne avec la Catalogne. Il n'y a aucun gouvernement central qui dit « Oui, oui, allez-y, il n'y en a pas de problème. » Alors, moi, je pense que, on est fort et forte de notre expérience de 95. 2, je pense aussi qu'on est fort et forte des expériences à travers la planète, parce qu'il y en a eu des belles démarches d'Assemblée constituante à travers la planète, là. Puis ça, c'est l'intérêt, quand je vous disais de la démarche solidaire, c'est que c'est une démarche qui fait que le monde, ils n'auront pas envie de se laisser plier ses pieds, là. Tu sais, c'est comme quand tu as adhéré à une vision, puis que tu dis c'est ma vision, tu n'as pas envie de te laisser plier ses pieds. Ceci étant dit, moi, je ne sais pas, peut-être que j'ai perdu un peu de naïveté en vieillissant. Il va falloir se battre, là. Ils ne nous la feront pas gratis, ils ne nous la feront pas facile. Puis même le lendemain, où peu importe quel parti, mais les deux, on s'engage à faire l'indépendance, le lendemain, on ne l'aura pas facile. Puis pourquoi? Ben, c'est parce qu'ils ont tout le système économique avec eux. C'est ça qui défait des pays. Oui, on travaille à créer une cohésion, une vision autour de la beauté d'une culture, de se rassembler autour d'une langue, etc., etc. Mais en bout de ligne, c'est quand l'économique décide de tirer ses billes, puis je peux te garantir que le monde pétrolier, là, le jour qu'il y a un de nos deux partis qui va être élu, là, il n'aimera pas ça pantoute. Fait qu'il va la faire, la pression. Fait qu'il va falloir être unis dans cette prochaine étape-là. Mégane? Rappelez-moi juste rapidement la fait question. que le gouvernement fédéral a triché dans le dernier Ouais. référendum, comment est-ce qu'on fait pour essayer de lutter contre ça puis éviter que ça se reproduise? Bien, c'est certain que, justement, l'idée d'un référendum, c'est d'essayer de s'assurer de la reconnaissance à l'international de ce résultat-là qui, on espère, sera décisif. Puis on ne veut pas gagner à 51% de majorité. On veut évidemment aller chercher un Québec qui est uni puis qui va porter ce projet-là, qui va même s'impliquer à définir le projet d'indépendance. Donc, évidemment qu'il faudra être très unis et puis avoir des alliés sur la scène internationale, donc des tournées sur l'indépendance, d'aller rechercher aussi un peu les alliés naturels qu'on a. J'étais à la fête de la Catalogne, il y avait un petit 5 à 7 là, avec les délégués qui sont ici, les gouverneurs, délégués du gouverneur de la Catalogne et tout ça. Donc, il y a même eu l'ouverture d'un nouveau bureau ici. Donc, on voit qu'il y a encore des liens qui sont faits avec ces gens-là qui reconnaissent qu'on est une société distincte et qui seront des alliés non seulement économiques. Et puis, on a déjà des instances à travers le monde. Je pense qu'il va falloir vraiment regarder là, le portrait, pas seulement les liens entre le Canada et le Québec, pour s'assurer que ça se produise bien, mais avec les autres. Et on a déjà, sur la scène économique mondiale, culturelle, diplomatique, on a quand même déjà une base solide. Alors, c'est là-dessus que je pense qu'il va falloir beaucoup s'appuyer pour s'assurer que le Canada reconnaisse que... et nous donne ce pouvoir-là. Mais tu as tellement raison, puis c'est important de le dire, de le rappeler. Nous avons déjà, comme pays en devenir, des liens vraiment forts à travers le monde. Puis c'est soit tu parles de la Catalogne, j'étais avec un de vos anciens chefs, Pierre-Carl Pelado, le jour où la Catalogne
a fait son indépendance. Parce que je vous dis, là, j'étais là, puis ils l'ont fait. Je l'ai vu. Je l'ai vu de mes yeux. Malheureusement, le pays colonisateur, il a défait ça à coup de matraque. Hein? C'est très intéressant de vous écouter. Malheureusement, le temps file. Ah oui, non. Oui, j'avais encore tout plein de questions pour vous. Ben oui. Mais je vous laisserai un petit dernier mot de la fin, rapidement pour conclure, inviter les gens peut-être à suivre vos actions en lien avec l'indépendance. Ah ben c'est sûr que moi, je lance un appel à la mobilisation. Puis je pense que ça va être ça aussi pour Manon. On est là aujourd'hui, puis on prend toutes les possibilités, les belles tribunes qui nous sont accordées sur l'indépendance parce qu'il faut assurément qu'on soit capable de mobiliser autour du projet. On a beaucoup de jeunes qui le font déjà. On voit, tu sais, quand je parlais de mon chef qui fait en ce moment, il trouve ça important de pouvoir aller dans les lieux comme les cégeps, les universités pour en parler aussi. Parce qu'il y a de l'intérêt, mais le message ne se rend pas toujours directement à ces jeunes-là qui ont toutes sortes de plateformes d'information maintenant. Donc, je pense que d'avoir un lien direct avec eux le plus possible, les démarches qui sont faites aussi auprès des collègues de Québec solidaire, tout ça, bien, ça nous permet d'aller chercher. Il faut multiplier. On l'a vu aujourd'hui, juste avec notre discours, toute l'émission, on aurait pu avoir un paquet d'autres arguments pour l'indépendance. Moi, je suis une fille de région et puis on le voit là avec la centralisation des pouvoirs, à quel point on est loin du pouvoir. Puis des fois, c'est les gens sur le terrain souvent qui ont la solution. Donc, on le voit dans plein d'exemples. Alors, moi, je veux continuer d'en parler de manière le plus positive possible, aussi la manière la plus positive. Et je pense qu'aujourd'hui, on le fait bien. Et c'est important de prendre l'occasion de le faire. Alors, je vous remercie aussi pour l'invitation. C'est très, très intéressant ce que vous faites. Il n'y a pas seulement les partis politiques, en fait, qui font le travail, qui doivent aussi être des porteurs. Vous le faites très bien. Et vous êtes très diversifiés aussi dans vos intervenants et votre façon de travailler. Alors, bravo et merci encore une fois. Merci Manon aussi pour les beaux échanges. Oui, bien merci à toi aussi, Mégane. Oui, en effet, je fais vraiment du pouce sur le dernier bout. L'indépendance du Québec, l'autonomie d'un peuple, l'autodétermination d'un peuple, ça ne peut pas appartenir au parti politique. Moi, là, quand je vois aller avec votre podcast, quand je vois le Oui Québec, quand je vois un peuple en marche, et ça, moi, ça me donne de la rassurance. Vraiment. Parce que les partis politiques, on a d'autres choses aussi à gérer. Même si c'est notre article 1, on a d'autres choses à gérer. Je suis en train de travailler sur une loi sur la sécurisation culturelle parce que depuis des décennies, on n'a jamais appris à travailler de façon respectueuse avec les Premières Nations. Alors, comment on va faire l'indépendance avec ces gens-là si on n'est pas capable, depuis qu'ils nous ont accueillis, de leur reconnaître leur plein droit à l'autonomie? Fait que ça aussi, c'est des questions qu'il va falloir se poser. Comment on accepte l'autonomie des autres quand nous-mêmes, on se donne notre propre autonomie? Fait que moi, je suis contente de savoir qu'il y a une société civile qui se prend en main, qui avance. Nous autres, on va faire aussi notre job. Puis nous autres, à Québec solidaire, je vous l'ai dit un peu tantôt, depuis 7-8 mois, je ne sais plus, on est en tournée à travers le Québec avec cette campagne Nouveau Québec où on rencontre des gens qui ne croient pas en l'indépendance. On s'est donné ce défi-là. Pourquoi? Bien parce qu'on pense qu'il faut les mobiliser autour d'une vision qui fait du sens pour eux autres. Parce qu'actuellement, ça ne va pas bien pour beaucoup de monde au Québec. Beaucoup de monde. Et donc, se donner de l'espoir, c'est vers l'avenir qu'on regarde. Puis c'est ça qu'on va continuer. Mais tous les détails sont sur le site Internet, là. Nous, on va juste continuer à faire notre travail, d'en parler à tous les jours, pas juste à travers Nouveau-Québec, mais à travers les actions qu'on pose au quotidien pour se rassembler. Puis c'est pour ça qu'un samedi matin, comme ça, je n'avais pas d'autre chose à faire. Je suis avec vous et je suis très heureuse et je vous en remercie de l'invitation. Bien, c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie énormément d'avoir été là, d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous parliez de la société civile. On remercie d'ailleurs les Oui Québec qui commanditent cet épisode. Donc, on les remercie énormément. C'est un groupe d'action politique qui rassemble beaucoup de citoyens, beaucoup de mouvements également indépendantistes. Donc, on les remercie énormément pour tout le travail qu'ils font.
Si vous aimez à la maison notre contenu, si vous avez aimé la discussion, partagez, commentez, aimez, abonnez-vous. C'est vraiment ça qui va vous faire connaître le camp du oui, qui va faire connaître les beaux arguments qu'on a discutés aujourd'hui. Et sur ce, on se dit À la à la prochaine prochaine fois. fois. À bientôt! À bientôt!